C'est aussi la suspension de l'aide américaine. Le gouvernement du Sénégal doit donc user de sa diplomatie afin d'inciter les États-Unis à financer ces projets, dixit Pape Malick Ndour. L'ancien ministre de la Jeunesse invite l'État à compter sur ses propres ressources financières. Et appui du cinéma. Pour finir, des acteurs et actrices sénégalais plaident la restructuration de l'industrie du cinéma au Sénégal. Face à la presse, hier, ils ont exposé à tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les détails en fin d'édition. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Dans un court instant, le développement. Merci à toutes et à tous de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé tantôt, le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant a donc été célébré ce jeudi au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Bien sûr, le président de la République qui a présidé cet événement, et lors de cet événement prestigieux, le chef de l'État a honoré les enseignants, véritables piliers du système éducatif et acteurs clés du développement national. Il a également rendu hommage à ces hommes et femmes dont le travail acharné et la passion contribue à façonner les générations futures. La parole à présent au lauréat de cette journée d'excellence, Bara Mbeng, enseignant à l'inspection d'académie de Louga, qui remporte le Grand Prix de l'enseignant devant le chef de l'État venu présider cette cérémonie. Le lauréat du grand jour donc a profité de l'occasion pour inviter à ses différents collègues enseignants à beaucoup plus d'engagement et de professionnalisme. Ce prix est une reconnaissance, mais il est aussi un appel à continuer d'investir dans l'éducation, à soutenir les enseignants, à moderniser nos écoles et à offrir à chaque enfant du Sénégal un accès équitable à un enseignement de qualité. Enseignants que nous sommes, devons être un point de repère solide et authentique. Enseignants que nous sommes, devons constituer un modèle d'engagement au service des autres. Enseignants que nous sommes, devons nous armer de dévouement sans faille au secteur de l'éducation. Enseignants que nous sommes, devons avoir une conviction forte et vibrante dans le processus de l'installation des compétences chez nos apprenants. Enseignants que nous sommes, devons être une source d'inspiration constante. Enseignants que nous sommes, devons être une équipe qui s'acquitte de sa mission à la limite de son professionnalisme et de sa détermination. Tout cela doit être imbibé d'espoir, car la patrie du soldat est à la fois et celle de la foi et de l'espérance. Justement, en Conseil des ministres de l'Éducation et la problématique du rôle de l'enseignant donc ont été discutées bien sûr durant cette réunion. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à ce propos, a demandé au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de la Formation professionnelle et technique de travailler avec tous les acteurs de la communauté éducative et le ministère des Forces armées pour renforcer l'instruction civique dans le curricula et la vulgarisation des valeurs de discipline, de solidarité et d'excellence dans le système éducatif. Il a également exhorté le gouvernement à veiller au fonctionnement optimal des établissements scolaires et au renforcement permanent de l'encadrement des élèves et apprenants dans le contexte du développement du numérique et de l'intelligence artificielle. Et sur ce, nous prenons la direction de Guinaw Sud. La déperdition scolaire est en baisse dans la commune. Un résultat que le maire attribue ensuite aux efforts déployés pour favoriser le maintien des filles et des jeunes à l'école. Des mesures ont été prises justement pour accompagner ces élèves. Nous avons quand même discuté avec nos services techniques pour lancer un marché qui va maintenant passer à faire ça va favoriser vraiment l'éducation de Grand Rail. Mais la connaissance vraiment des élèves, la culture, la formation, l'ensemble des facteurs qui peuvent construire vraiment un élève ou bien un étudiant ou même une personnalité, je crois que c'est déjà mis vraiment dans ce qu'on est en train de faire pour faire vraiment le médiatique. C'est important pour
pour les élèves, même c'est important aussi pour, en tout cas, même les parents d'élèves. Parce que même le Coran, on va le mettre dans la même. C'est pourquoi maintenant la mairie est en train d'accompagner les écoles associatives, accompagner les écoles privées. Parce que notre accompagnement, nous pouvons même se limiter aux écoles élémentaires. Même le lycée n'est pas dans nos compétences. Mais pour gérer la situation de l'éducation, nous sommes obligés d'accompagner l'ensemble des écoles qui sont dans notre commune pour maintenir le cap. Toujours dans le spectre de l'éducation, 10 ans après la première promotion du système LMD à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les anciens étudiants se sont mobilisés. Une journée porte ouverte a été organisée pour mieux faire comprendre aux jeunes les débouchés des métiers du droit, mais au-delà de cette pédagogie, l'événement a servi de sensibilisation sur un autre enjeu majeur, la migration, compte rendu signé Moussa Mané. Une journée portes ouvertes, l'objectif c'est de mettre en contact les étudiants et les anciens de la faculté. Aujourd'hui, c'était la dernière activité, une activité de journée de portes ouvertes qui a été décidée pour permettre à nos frères étudiants qui sont là à la fac de pouvoir approcher les pratiquants de ces métiers, de toutes les corporations des métiers du droit, approcher ces pratiquants pour pouvoir leur poser toutes les questions concernant l'intégration de ces métiers. Après avoir tenu plusieurs activités accompagnées du parrain Mohamedou Makhtar Cissé, l'heure est venue de faire le bilan, mais aussi c'est l'occasion de sensibiliser les jeunes à rester au pays. Nous, on a été dans la même situation que nous avons été demandeurs, nous avons été dans le besoin comme eux et aujourd'hui on a pu s'en sortir, pourquoi pas eux, et on a essayé de les sensibiliser par rapport à ça et nous on espère vraiment que la sensibilisation est faite et qu'ils ont pris conscience de cet aspect. La faculté de droit, depuis sa création, a accueilli plusieurs générations, une journée de retrouvailles, mais aussi de prise de contact. La migration circulaire vers l'Espagne, parlons-en. Après, bien sûr, reste un modèle à encourager, s'interroge-t-on tout le temps. L'ancien président de l'Association des journalistes en migration et sécurité au Sénégal, Daouda Baya, le pense. Il plaide justement l'ouverture de nouvelles perspectives afin de sécuriser le parcours de ces migrants. Cette migration circulaire aurait dû être repensée parce qu'effectivement, il faut le rappeler, c'est une politique qui a été initiée par le régime d'Abdoulaye Wade. Alors, parce que c'était juste avec le pic de la migration irrégulière en 2005, l'Espagne et le Sénégal avaient signé un accord de migration circulaire qui permettait à des jeunes d'aller en Espagne, de travailler pendant 3 mois alors, et de revenir et gagner un peu d'argent. Alors moi, dans le fond, je pense qu'on aurait dû repenser ça parce que 3 mois, je considère que c'est peu le délai. On aurait dû allonger ça jusqu'à 3 mois et également diversifier les activités. Ne pas se concentrer uniquement sur l'agriculture, mais offrir aux jeunes profils l'opportunité de pouvoir travailler en Espagne, par exemple dans la plomberie, n'est-ce pas, dans la maçonnerie, dans la menuiserie. Parce que, voilà, comme je veux dire, parce que intégrer beaucoup de corps de métier, voilà, pour pouvoir vraiment permettre au maximum de jeunes d'aller en Espagne. Et l'avantage de ça, c'est que ça va démystifier l'Europe parce que tant que les jeunes n'ont pas encore découvert l'Europe, ils ne vont pas se rendre compte des difficultés auxquelles ceux qui sont là-bas, installés en Espagne, rencontrent. Tout le monde sait que l'Europe n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans, on le sait. Je vous l'annonçais également dans les titres, la suspension de l'aide américaine. Le gouvernement du Sénégal doit ainsi user de sa diplomatie afin d'inciter les États-Unis à financer ces projets. C'est l'avis de Pape Malick Ndour. Pour l'ancien ministre de la Jeunesse, l'État du Sénégal doit également pouvoir compter sur ses propres ressources financières. Le voici. Il faut savoir que c'est une mesure conservatoire. Hein. On attend d'ailleurs de notre gouvernement pour qu'il déploie son arsenal diplomatique pour essayer de demander à ce que les États-Unis puissent encore jouer son rôle dans le développement, donc au-delà donc du Sénégal, des pays africains, donc des pays sous-développés. Maintenant, naturellement, ces décisions ne peuvent pas avoir que d'impact sur notre économie. Déjà, vous voyez, l'USAID fait beaucoup d'actions dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Mais au-delà, il y a le MCC, qui est un programme très ambitieux et qui avait aussi de belles perspectives. Donc si on doit arrêter ce programme, il faut que l'État puisse prendre le relais.
Et l'État, naturellement, pour prendre le relais, il faudrait qu'il essaie de trouver des solutions, soit en mobilisant les ressources intérieures, ce qui va encore davantage réduire les marges de manœuvre de l'État, dans un contexte où on parle de difficultés de mobilisation de ressources et l'absence de marge de manœuvre budgétaire. Sinon aussi, il va peut-être s'appuyer sur ses capacités d'endettement, essayer de trouver un partenaire qui va prendre le relais. Autre chose dans l'actualité, le préfet de Pékin, Amdi Meng, qui était en visite au niveau de l'abattoir de la Sogas. Il s'agissait pour ce dernier de voir la qualité de la viande proposée et comment elle est donc conservée avant sa mise en vente. Il préconise ainsi la tenue des assises de la filière bétail-viande. Ce qu'on a retenu, c'est que la Sogas abat un travail extraordinaire dans le département de Pékin, où on abat régulièrement et journalièrement environ 2000 petits ruminants et environ 250 grands ruminants et une quinzaine de porcs. Mais en dehors de cela, il y a une chaîne de valeur qui est là. Ce qu'on préconise, c'est d'organiser annuellement, peut-être tous les 6 mois ou bien chaque année, des assises pour parler de la problématique de l'élevage, mais aussi de la vente de viande. Et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire la filière, toute la filière. Ça, ce serait bon, prendre les côtés positifs, dire qu'on a fait des résultats, en tout cas positifs, les voilà. Maintenant, s'il y a des problèmes maintenant, les répertorier et demander si au niveau local on peut régler certains problèmes, qu'on les règle ici. Si ce n'est pas le cas, qu'on puisse remonter toutes ces informations-là aux plus hautes autorités pour qu'ils puissent en tout cas régler les difficultés. Nous restons toujours sur cette visite du préfet donc au niveau de la Sogas, car les professionnels de la filière bétail-viande demandent un accompagnement par les autorités. Selon eux, la cherté du prix de la viande s'explique ainsi par le fait que le prix donc, de l'aliment de bétail coûte beaucoup trop cher. Qui dit bétail et viande dit forcément souveraineté alimentaire. Le président en a parlé lors de son discours de fin d'année. Il a vraiment évoqué la souveraineté alimentaire. Étant donné que la viande constitue une des locomotives importantes de la souveraineté alimentaire, nous, en tout cas, au niveau de l'Empereur, nous luttons pour que tout le monde puisse avoir de la viande et de la bonne qualité à un prix vraiment pas cher, et très abordable pour tous les ménages. Étant donné que nous sommes des acteurs, nous nous confrontons à des problèmes, au fait, que nous essayons tant bien que mal de résoudre pour que la viande devienne un peu moins chère. L'aliment du bétail constitue le problème majeur au niveau de la filière. Pourquoi? Parce que quand vous dites cherté de l'aliment du bétail, forcément ça va se répercuter au niveau de la viande. Mais maintenant, nous appelons l'État, nous disons à l'État de tout faire pour diminuer le prix. Et puis réussir à la transition énergétique, oui, mais pas sans une approche inclusive. Le partenariat pour une transition énergétique juste se veut ainsi un modèle de financement permettant aux pays de réduire leurs émissions de carbone sans sacrifier le développement socio-économique, mais pour y parvenir, la participation des organisations de la société civile et à des communautés locales est essentielle, suivant le point avec Djibril Diallo. Le GTP est actuellement mis en œuvre dans 4 pays, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, le Vietnam et le Sénégal, avec un financement total engagé d'environ 46,5 milliards de dollars. Chaque pays adopte son mécanisme et ses priorités énergétiques et socio-économiques pour une transition énergétique juste. Le Sénégal a mis l'accent sur le développement rapide des énergies renouvelables pour éviter une dépendance excessive au gaz naturel. Les organisations de la société civile jouent un rôle clé pour garantir une transition juste. L'implication de la société civile et des acteurs non étatiques est importante pour garantir non seulement l'acceptabilité sociale des différents projets, mais surtout aussi pour donner toute sa dimension justice dans le cadre de ce partenariat. Le GTP offre au Sénégal l'opportunité d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030. Si toutes les conditions sont réunies,
Surtout, c'est lié à la mobilisation des ressources financières. C'est déjà l'accès au financement, l'accès effectif au financement qui ont été annoncés par les partenaires. C'est également le développement de nos capacités locales à mener des projets d'énergie renouvelable. On a parlé du transfert de compétences, on a parlé de la formation. Mais également, un autre défi, c'est de pouvoir garantir que tous les projets qui soient développés soient bénéficiaires à toute la population sénégalaise. GTP est un programme de financement international conçu pour accélérer la transition énergétique des pays en développement. Il vise à réduire les émissions de carbone et à favoriser l'adoption des énergies renouvelables. Soutenu principalement par les pays du G7 ainsi que par d'autres donateurs, le GTP a pour objectif d'accompagner des pays fortement dépendants du charbon dans leur processus de décarbonisation. Merci Djibril Diallo. Retour à présent sur l'instant solennel à l'École nationale de la police. La directrice de la formation de la police nationale, le commissaire divisionnaire Sanu Diouf, a ainsi présidé donc hier la cérémonie de présentation du drapeau aux élèves de la 49e promotion, un rituel d'engagement qui rappelle aux futurs agents leur mission au service de la nation. Djembambay, reportage. Il s'agit de l'une des cérémonies les plus importantes qu'abrite l'école de formation de la police nationale. Après 9 mois d'initiation, la 49e promotion, composée de 2553 élèves commissaires, officiers, sous-officiers et agents de police, a l'honneur de recevoir le drapeau de l'établissement dans cette mythique cour. Voici le drapeau de votre école. Ce drapeau sur lequel est inscrite en lettres d'or la devise appelée désormais à rythmer vos actions et réactions en cristallisant les valeurs et vertus qui fondent notre éthique, vous servira d'enseigne de ralliement aux heures de vérité. Les 3 couleurs, l'étoile et les attributs de ce témoin silencieux constituent pour nous tous une invite permanente au comportement citoyen, à cet engagement de toujours essayer d'aller au-delà de ses propres limites pour atteindre un idéal partagé. La présentation du drapeau a pour but de sensibiliser les pensionnaires sur leurs devoirs et obligations et leur permet de prendre la mesure de leur engagement personnel. Pendant ces 2 années, les cadres chargés de vous dispenser l'instruction policière et académique s'avertiront à confirmer et à renforcer cet engagement. Tirez le meilleur profit de cette formation que vous recevez ici et profitez de l'expertise, de la compétence des cadres policiers et civils de grande qualité chargés de vous former. Pour ma part, chers élèves commissaires, officiers, sous-officiers et agents de police, je reste convaincu qu'à l'image de vos anciens qui vous ont précédés, vous honorerez votre drapeau de la plus belle manière par un comportement policier citoyen irréprochable qui placera la vertu au cœur de toutes vos actions. Au départ, ils étaient 2557 élèves, mais 2 ont perdu la vie alors qu'ils étaient pas missionnaires. Il reste encore de rudes épreuves à traverser avant de sortir de cette école d'excellence où se forge l'âme de la police nationale. Autre actualité avant donc de passer à l'international du cinéma. Des acteurs et actrices sénégalais plaident la restructuration de l'industrie du cinéma au Sénégal et lors de leur conférence de presse, ils ont exposé tous les problèmes auxquels ils font face à Matar Bari. Le secteur du cinéma et de l'audiovisuel sénégalais a connu une ascension fulgurante au cours de la dernière décennie. Cependant, nombreux sont les défis à relever. Pour mieux le structurer, les acteurs et actrices sénégalais ont décidé d'unir leurs forces autour du CASEC, le collectif des acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma. Dans un contexte marqué par une évolution rapide du paysage audiovisuel sénégalais, cette mutation a cependant révélé des failles structurelles et professionnelles qui affectent directement les acteurs du sous-secteur, faisant d'eux le maillon faible de la chaîne de production. Une industrie florissante, mais à structurer. Des contrats précaires
Un manque de formation, une absence de couverture maladie sont entre autres difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés. Les contrats sont précaires, souvent établis à l'avantage des producteurs. Les acteurs n'ont pas accès à la sécurité sociale ni à une couverture médicale. La non-maîtrise des questions juridiques. Faible connaissance des droits d'auteur et des droits voisins. Aucune protection en cas de litige contractuel. Faible accès aux formations juridiques adaptées. Face à tous ces défis, le collectif se positionne comme un cadre de réflexion et de revendication pour plus de réglementation dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma. Unifier les acteurs autour d'un cadre professionnel. Lutter pour une meilleure reconnaissance du métier d'acteur à travers un statut juridique clair, établir des normes contractuelles et des barèmes de rémunération justes. Favoriser la formation continue et l'accès aux opportunités internationales, notamment à travers des bourses d'études et des collaborations Nord-Sud. Le collectif réunit à ce jour plus de 600 membres qui revendiquent plus de considération de la part des partenaires, notamment les maisons de production. Merci Matar. À l'actualité, à l'international, nous mène d'abord en RDC où la Cour pénale internationale accélère ainsi son enquête sur les crimes de Goma. Ensuite, nous irons en Tunisie où l'affaire Stalingo a été jugée après 2 ans de poursuite et enfin en France avec une nouvelle tentative de censure du gouvernement par l'Assemblée nationale. Ousmane Ba. En République démocratique du Congo, le procureur de la Cour internationale a lancé ce 6 février un appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région. Une mesure qui entre dans le cadre de l'enquête de la CPI portant sur les crimes commis dans le Nord Kivu depuis janvier 2022. Les enquêteurs travaillant sur les mois d'affrontement entre l'armée congolaise et le M23 ont révélé l'existence d'au moins 2000 corps enterrés et 900 autres dans les morgues et les hôpitaux de la plus grande ville de l'Est de la RDC. Ainsi, victimes, témoins, société civile, organisations internationales, autorités nationales sont tous invités à remettre au bureau du procureur toute preuve des crimes commis ou en cours. En Tunisie, l'affaire Stalingo, impliquant des hommes politiques, des journalistes, des blogueurs et des hommes d'affaires, vient de connaître son épilogue. Le leader du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, âgé de 83 ans, en a fait les frais en écopant 22 ans de prison. Il est jugé coupable de conspiration contre la sécurité de l'État tunisien. Dans cette affaire qui remonte à 2021 concernant la société Stalingo qui gère un site numérique soupçonné de manipuler l'opinion publique, plusieurs autres personnes ont été inculpés, accusés soit de blanchiment d'argent, soit d'atteinte à la sûreté de l'État. En France, le gouvernement Bayrou survit à 2 motions de censure. La France insoumise n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue pour son projet de censure présenté hier à l'Assemblée nationale française. Le Parti socialiste et le Rassemblement national ont opté pour un budget, même mauvais, rejetant les textes portés par une partie de l'opposition française. François Bayrou reste donc à Matignon, alors que le Front populaire montre des signes de fracture profonde, avec cette démarcation nette du Parti socialiste dont seuls 6 des 66 députés ont voté la censure. Et sur ce, nous passons à la revue de presse. Bonjour, les journaux font état de drames successifs. Selon l'Observateur, série de meurtres en 24 heures. À preuve, l'Observateur fait état de séries de meurtres, notamment Mamadou Meng, qui donne rendez-vous à son ami et collègue à la plage et l'achève d'un coup de couteau. Pour une banale affaire de serviette souillée, Badarambaye abrège la vie de son cadet. L'histoire glaçante de Pape Koulibaly enlevé et battu à mort à Yeumbeul. Tout cela révélé par l'Observateur. Les Échos fait état de ce drame dans sa livraison du jour. Un jeune kidnappé, embarqué et battu à mort par un éducateur et un agent du GMI. Une simple fouille corporelle de routine. Les derniers instants de sa vie sont les Échos. Elle indique dénommé Kals, activement recherché et tracé à Nioro et l'agent du GMI identifié. Autre agression, il s'agit de la descente d'Ahmed Yahi au domicile de la maman d'Ousmane Sonko. Dans Source A, il est fait état d'un placement sous mandat de dépôt et devra être jugé en flagrant délit mardi prochain.
prochain. Son ami, quant à lui, a été libéré, mais tout laisse à croire, selon Source A, que le juge sera clément en son endroit. Rémi Quotidien sur l'affaire des pompes pour grossir les fesses, Alimo Super et compagnie risque jusqu'à 3 ans de ferme, selon le journal. Autre fait divers, Sud Quotidien se penche sur le Compact Electricity Millennium Challenge Corporation, un important projet visant à sortir les zones rurales du noir, risque une électrocution à plus de 380 milliards de francs CFA. Cela après la décision du nouveau gouvernement américain de gérer l'aide financière qui soutenait au Sénégal, et le journal indique que ce sont 12 millions de Sénégalais qui risquent d'être électrocutés. Le journal Le Quotidien souligne que la suspension de l'aide publique américaine suscite déjà des inquiétudes en Casamance, où 300 familles vivent dans l'angoisse de se retrouver sans toit digne de ce nom. De retour au bercail après des années d'exil liées à l'insécurité prévalente dans cette région au plus fort de la crise née des revendications indépendantistes du MFDC, ces familles comptaient sur un programme humanitaire américain pour reconstruire leurs maisons, selon Le Quotidien. Le Soleil ajoute ce constat et soulève ainsi une question cruciale: comment l'Afrique peut-elle transformer cette contrainte en opportunité pour renforcer son autonomie économique et politique? La suspension de l'aide publique américaine est un changement de paradigme, selon Le Soleil, qui met en lumière la fragilité et la dépendance des pays africains, dont le Sénégal, aux financements extérieurs. Dans ce cadre, rapporte Vox Populi, 276 projets et programmes vont être exécutés, dont 60 considérés comme prioritaires par le Sénégal. Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, demande par ailleurs au groupe de travail mis en place à cet effet de proposer des mesures de rationalisation en vue de fusion et de suppression des projets et programmes. La bonne nouvelle économique du jour semble venir des industries chimiques du Sénégal. Selon le journal LAS et Enquête, les ICS brillent de 1000 feux. Ces deux journaux notent que les responsables des industries chimiques sénégalaises ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et veulent continuer à booster l'économie sénégalaise. En sport, record met l'accent sur Pape Matar Sarr, qui est à 90 minutes d'une finale selon record. Un match prévu entre Tottenham et Liverpool aujourd'hui. Bonne lecture. Un succès qu'il faudra donc aller chercher sur la pelouse d'Anfield Road Momar Cissé. Voilà donc qui met un terme à ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'info continue bien sûr à 14h. Vous retrouverez 14 Cissé pour ce bloc d'informations en Wolof. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.